important se déroule en ce moment, pas se déroule, est en train, en tout cas, c'est le sujet qui va marquer les futures échéances au Sahel. Cette région est devenue aujourd'hui le théâtre d'un nouvel affrontement dans le conflit algéro-marocain. Le Maroc a fait une opération de lobbying inédite et extrêmement intense, qui a d'ailleurs étonné même de grandes puissances, comme la France ou la Russie et les États-Unis, qui ont été étonnés par la volonté marocaine de s'implanter au Sahel et de profiter de la faiblesse de l'Algérie, des problèmes de l'Algérie. Vous avez tous remarqué, Ajma'a, que dès que l'Algérie a commencé à avoir des problèmes avec le Niger au mois d'octobre 2023 et la crise inédite entre l'Algérie et le Mali fin décembre 2023, les Marocains ont rapidement invité le 23 décembre 2023 à Marrakech les chefs de diplomatie des principaux pays du Sahel, le Niger, le Mali, entre autres, mais aussi le Burkina Faso et le Tchad, pour leur proposer un projet qui est révolutionnaire en soi, mais qui menace directement les intérêts de l'Algérie. Et l'Algérie, cette fois-ci, elle a intérêt de se réveiller, parce que si le projet marocain aboutit, bye bye l'influence de l'Algérie, l'isolement géopolitique de l'Algérie sera encore plus renforcé, et l'Algérie sera vraiment compromise. Le Maroc va dominer outrageusement le Sahel, sur le plan notamment économique. Il va tisser des liens stratégiques avec les élites dirigeantes, et là, comme Hadja, les Algériens n'auront que leurs yeux pour regarder et pleurer surtout la disparition de tout leur leadership qui était régional. Le Sahel, jusqu'à maintenant, le Mali, le Niger a toujours été le précaré de l'Algérie. C'est une zone d'influence de l'Algérie importante depuis les années 70 jusqu'à ces années 2000. Mais aujourd'hui, l'Algérie est en train de se faire éjecter, d'abord au Mali, petit à petit, mais pas aussi violemment qu'au Mali qu'au Niger. Et là, le Maroc, il veut proposer un projet économique important est de relier la côte atlantique du Sahara occidental, qui est intégrée à son territoire, le territoire marocain, aux pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Mali, pour leur proposer de connecter leur réseau de transport directement au futur port sur lequel travaille en ce moment le Maroc, c'est le port de Dakhla Atlantique, qui a bénéficié récemment, rappelez-vous, d'un important financement émiratique. Quand Mohamed VI, le roi marocain, était aux Émirats lors de sa visite, c'était, je crois qu'au mois de décembre dernier, voilà, c'était le 11 et 12 décembre dernier, non, c'était le 7 décembre dernier. Le 6, c'était début décembre dernier, juste après la COP 23, qui a été accueillie, qui a été organisée à Dubaï, Houarah, Abu Dhabi, et à ce moment-là, il y avait des accords de coopération et des promesses des engagements d'investissement importants de la part des Émiratis. Parmi les projets que les Émiratis vont se tenir et que le président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed Nahyan, a affiché, a promis de soutenir les Marocains là-dessus, c'est le fameux projet de Dakhla Atlantique, qui sera le futur grand port que le Maroc rêve de construire et de développer au niveau du Sahara occidental et au niveau de la face atlantique, et il sera parmi les plus importants ports de cette région du monde, avec celui de Dakar et celui de Casablanca. Et les Marocains ont proposé aux pays du Sahel de connecter leur réseau de transport au port Dakhla Atlantique pour leur permettre d'exporter leurs marchandises, d'importer les marchandises dont ils ont besoin et de désenclaver le Sahel. Le problème du Sahel, c'est qu'il est enclavé. Il n'a pas d'accès à la mer. Il y a effectivement le port d'Abidjan, qui est pas loin. Il y a d'autres ports au niveau du Bénin ou dans l'Afrique de l'Ouest, mais ces ports ne sont pas aussi bien développés. Ils n'ont pas une grande logistique, et les pays du Sahel qui sont enfermés, on l'a enclavé, et n'ont pas, comment dirais-je, la possibilité de profiter d'un certain nombre d'infrastructures ou des aides pour des investissements pour développer leur propre production de services ou de biens et pour booster leurs exportations. Le projet marocain ne consiste pas uniquement à donner un accès à l'océan Atlantique, il consiste aussi à un accompagnement. C'est que le Maroc propose de mobiliser des fonds, et ça, il y a la main des Émiratis qui est derrière, pour ensuite développer les infrastructures du Sahel, pour que les entreprises marocaines qui vont investir dans le Sahel ou dans les pays du Sahel, avec les entreprises locales, vont développer ensemble des activités économiques qui pourront faire ensuite du commerce, de l'importation et des exportations depuis le port de Dakhla Atlantique. Ce projet fait paniquer Alger, fait beaucoup paniquer Alger. D'ailleurs, le retour de l'ambassadeur algérien juste au début du mois de janvier, vers le 4-5 janvier à Bamako, alors qu'il avait été rappelé par Alger 10 jours auparavant
vers le 22, 21, 23 décembre dernier. Le retour de l'ambassadeur algérien est une riposte de l'Algérie au projet marocain. Les Algériens ont compris, les dirigeants algériens ont compris qu'ils n'ont pas intérêt à ce que de laisser le vide, la place, de laisser que l'Algérie cède sa place au Maroc et que le conflit avec le Mali profite au Maroc. Les Marocains se sont positionnés rapidement dès que les autorités de transition maliennes se sont embrouillées avec l'Algérie. Et l'Algérie a eu peur, énormément peur que le Maroc s'approprie ou la tisse des alliances solides avec les élites dirigeantes du Mali, ou là conclut une amitié ou un rapprochement qui va faire beaucoup de mal aux intérêts de l'Algérie. Là, l'Algérie, le Mali pourrait tourner le dos définitivement à l'Algérie s'ils trouvent au Maroc les alliances nécessaires qui lui permettront de se construire, d'avancer et de progresser. Donc, le projet Dakhla Atlantique, il est vraiment assez important. On parle d'un investissement de plus d'1 milliard de dollars sur le port, mais les Émiratis, ils ont promis beaucoup plus d'argent. On n'a pas les échanges précis entre les Émiratis, les autorités émiraties marocaines. Les Émiratis, ils ont des fonds d'investissement importants. Le fonds d'investissement d'Abu Dhabi, presque 1000 milliards de dollars. C'est parmi les 10 plus grands, les 5, voire les 5 plus grands fonds d'investissement, fonds souverains à travers le monde. Donc les Émiratis ont largement de quoi construire des projets au Sahara occidental. Il n'y a pas d'ailleurs que Dakhla, il n'y a pas que Dakhla Atlantique. Il y a aussi un projet de construire des aéroports à Dakhla, au Sahara occidental, ce qui va profiter à ce port. Il y aura un aéroport moderne et un port moderne. Il y aura aussi des ensembles immobiliers, des infrastructures routières. Donc on a bien compris ce qu'il y a derrière. Et c'est que il y aura des capitaux émiratis qui vont être injectés au Sahara occidental et qui permettront au Maroc de soutenir, de drainer des investissements et d'utiliser ces capitaux justement pour attirer les pays du Sahel parce que les pays du Sahel n'ont pas d'argent. La rencontre de Marrakech le 23 décembre, les pays du Sahel, nous nous sommes intéressés, mais nous n'avons pas d'argent. Il faut construire de nous des routes, des chemins de fer dans les pays du Sahel pour les connecter aux côtes atlantiques du Sahara occidental. Il faut passer par la Mauritanie, donc il faut négocier avec la Mauritanie pour que la Mauritanie bénéficie de certains droits de passage. Donc, c'est des capitaux assez importants. Nous n'avons pas une évaluation précise, mais cette histoire va coûter entre 3 et 5 milliards de dollars facilement. Ce projet il est faisable. Avec les capitaux des Émiratis, il est totalement faisable. La Mauritanie ne va pas dire non parce qu'elle va être bénéficiaire. Les Mauritaniens, ils ne sont ni avec les Algériens ni avec les Marocains. Ils sont avec tout le monde. Celui qui leur donne de l'argent, celui qui arrange leurs intérêts, sont avec lui. Donc ils ont une position pragmatique. Ils ont de bonnes relations avec le Maroc, sans fâcher l'Algérie. Ils essaient d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie, sans fâcher le Maroc. Donc reste le Mali, le Niger et le Tchad et le Burkina Faso. Pour eux, c'est un projet inédit. C'est hyper important d'avoir une nouvelle route maritime ou là un accès à l'océan Atlantique. Ça veut dire qu'ils ne dépendront plus des ports, ils ne dépendront plus d'Abidjan ou de la CEDEAO, alors qu'ils ont de très mauvaises relations avec la CEDEAO, que la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui a sanctionné les 3 pays, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en raison des coups d'État qui ont été opérés dans ces pays-là entre 2020 et 2022. Donc, pour eux, c'est bien de s'émanciper de l'emprise de la CEDEAO et de trouver un nouvel partenaire logistique économique dans le Maroc. Le Maroc, vous savez très bien, il s'ingère pas dans les relations politiques internes. Au contraire, il soutient les nouvelles orientations politiques de ces pays-là qui sont hostiles à la France. Et le Maroc a des problèmes politiques avec la France depuis qu'il s'est aligné sur la position israélienne et américaine. Donc, il y a un jeu d'échecs géopolitique très complexe et c'est le départ de la France, c'est l'éviction du Sahel, comment la France a été éjectée du Sahel, elle a laissé sa place, il y a la Russie qui la remplace militairement et politiquement, et vous avez la Turquie et le Maroc qui essaient de se positionner économiquement. Dans ce jeu-là, l'Algérie elle est totalement absente, elle fait que des erreurs, chef de la crise malienne, elle a géré de façon, avec un amateurisme consternant, elle a provoqué un problème avec les Maliens, en essayant de s'acoquiner avec les opposants maliens aux autorités de transition. Les autorités de transition ont riposté de façon assez stricte et de façon assez brutale contre l'Algérie. L'Algérie, maintenant, il lui reste qu'une seule carte à jouer, c'est le fameux projet économique de la route transsaharienne, qui doit absolument voir le jour. La seule différence entre le projet marocain et le projet de la route transsaharienne, c'est que la route transsaharienne, ça date depuis les années 70. Cette route, alors le 15 février 2023,
la Banque africaine de développement, elle nous annonce que la route transsaharienne entre dans sa dernière phase de développement. Elle a dit qu'il y a une bonne évolution avec un aménagement de 1890 km sur un total de 1950 km au Niger, soit disant qu'au Niger, 97% de cette route. Alors je rappelle qu'est-ce que c'est que la transsaharienne. C'est très important de comprendre. La transsaharienne, c'est un projet qui a émergé dans les années 70 et qui a été porté essentiellement par l'Algérie et qui a été défendu par la Commission économique des Nations Unies, par la Banque africaine de développement, par l'Union africaine, et plusieurs bailleurs de fonds ont participé à ce projet-là, la Banque islamique de développement, entre autres, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, ou la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le projet, c'est quoi? C'est de connecter, de construire une grande route qui va de Alger jusqu'à Lagos. Il y aura 4500 km de Alger jusqu'à Lagos, avec des routes secondaires qui vont aller, ce sera un réseau de 4600 km encore, qui va aller de la Tunisie, le Mali et le Tchad. C'est-à-dire, c'est une route qui est censée traverser l'Algérie et le Niger pour aller jusqu'au Nigeria. Ensuite, vous avez un réseau secondaire qui va aller, une partie va aller vers le Mali, une partie va aller vers la Tunisie, une partie va aller vers le Tchad. Ça va connecter. C'est un projet hyper ambitieux qui a commencé encore une fois pour les années 70 et qui n'a pas encore pu voir le jour. Alors, le 15 février 2023, Khalek Belli du côté au Niger, 97% du tronçon du Niger qui est 1950 km a été achevé. Mais il y a aussi des aménagements qui doivent être faits, etc. L'Union africaine et la Banque africaine de développement, elles sont optimistes. Sauf que l'optimisme avait déjà été exprimé en 2014. En 2014, la Banque africaine de développement avait publié un rapport pour dire que ce réseau, etc., parce que la route transsaharienne, elle va bénéficier directement ou indirectement à 16 pays. Il y aura 6 pays qui sont concernés, l'Algérie, le Niger, le Nigeria, la Tunisie, le Mali, le Tchad. Mais après, il est possible que de développer cette route pour que ça puisse toucher 16 pays. Mais c'est quand même un projet très ambitieux. Jusqu'à 2014, l'Algérie, elle avait mis 3 milliards de dollars pour ce projet-là, pour construire son propre réseau, pour connecter la route nationale depuis Alger jusqu'à la frontière avec le Niger. Ensuite, la Banque africaine de développement, elle a débloqué 120 millions de dollars. Ensuite, il y a eu 515 millions de dollars. Il y avait d'abord 41 millions de dollars pour le Tchad, 36 millions de dollars pour le Niger. Ensuite, il y avait d'autres fonds d'investissement, même l'OPEP, même le fonds koweïtien pour le développement, même le fonds saoudien pour le développement. Beaucoup de pays, beaucoup d'investisseurs ont essayé de donner de l'argent pour construire cette route. Sauf que cette route, jusqu'à aujourd'hui, voilà, elle n'est pas encore opérationnelle. Depuis les années 70, le problème de l'Algérie, c'est ça, c'est qu'elle s'implique dans des projets très ambitieux, qui est le gazoduc transsaharien avec le Nigeria, dont on parle aussi depuis les années 80. L'idée a commencé même depuis les années 70. La route transsaharienne qui a commencé depuis les années 70. Mais kiff, le projet ne bouge pas. Ce sont des projets qui restent dans les cartons. Mazel, attention, ça bloque au Niger, ça bloque au Nigeria. Les projets portés par l'Algérie bloquent toujours. Parce que l'Algérie n'utilise pas toute son influence et n'accompagne pas les pays d'Afrique subsaharienne à trouver des solutions à leurs problèmes. Il faut que les pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas d'argent pour financer des milliers de kilomètres de route. Donc, ou ils recourent à des prêts, ou ils ont des problèmes de sécurité et d'insécurité et qui bloquent et qui ralentissent les travaux, ou les prêts ne sont pas débloqués dans les bons moments, ou les entreprises de réalisation qui manquent. Mais l'Algérie aurait dû, dès le départ, intervenir financièrement, économiquement, et pourquoi pas même avec la coopération militaire pour assurer la réussite de ce projet qui est stratégique. Vous imaginez un camion qui démarre depuis Alger, qui peut aller ramener les marchandises jusqu'à Lagos. C'est un rêve. Les économistes, ils disent que la route du développement passe par le développement de la route. La route du développement passe par le développement de la route. L'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, les grandes puissances économiques se sont faites quand elles ont pu développer des grands réseaux de transport. Là où tu peux transporter des marchandises et des biens, c'est là où tu peux avoir du développement économique, de la croissance économique. Donc cette route, elle était stratégique. Et elle est plus faisable que le projet marocain. La route transsaharienne, elle est nettement plus faisable parce que le projet avait déjà commencé. Sauf que elle n'a pas encore été livrée et l'Algérie, par ses négligences
Elle n'a pas suffisamment accompagné les autres pays africains. Elle n'aura pas fait suffisamment de pression pour réceptionner ce projet, définitivement. De deux, même si la route sera finalisée, comment l'Algérie va rentabiliser cette route? Eh ben, si tu fais une route et tu n'as pas de quoi exporter, le problème de l'Algérie, c'est que nous avons une économie qui n'est pas diversifiée et qui est faible. Et qui est faible, tu vas pas exporter au Nigeria du pétrole et du gaz, au Nigeria il en a. Tu peux pas donner au Nigeria et au Mali du pétrole et du gaz, ils n'ont pas assez d'argent pour l'acheter, et le Nigeria pour le revendre. La différence entre le Maroc et l'Algérie, c'est que le Maroc, il a une économie diversifiée. Quand il va connecter Dakhla Atlantique au pays du Sahel, et les entreprises marocaines, de l'agriculture, de l'industrie, le textile, les nouvelles technologies, les banques, ils sont prêts à conquérir et à travailler dans les marchés du pays du Sahel et à apporter des biens et des services. Les entreprises algériennes ne sont pas capables encore, non seulement n'ont pas été capables de satisfaire les besoins du marché national, elles n'ont aucune expérience ni aucune capacité pour reconquérir les marchés étrangers. T'as quitté cette route, qu'est-ce que tu vas exporter pour le Mali, pour le Niger, jusqu'au Tchad ou jusqu'au Nigeria? L'agriculture algérienne, elle est faible. Nous-mêmes, on est dépendants des importations. Le textile, on parle depuis des années pour lancer le textile algérien, il n'a pas été lancé, on n'arrive même pas à satisfaire le marché national. L'industrie mécanique, on l'a sabotée. Le Caen, on avait laissé les usines de montage de véhicules en 2019. On a créé des usines de pièces de rechange. Voilà. On aurait pu exporter des voitures vers les pays de l'Afrique subsaharienne. Alors que le Maroc exporte ses voitures vers le marché européen. Donc nous n'avons pas de véritables industries. L'industrie électroménager, si on n'avait pas saboté l'industrie électroménager, si on avait su comment l'encadrer autrement, on aurait pu les conserver, les groupes Condor, Géant, tout ça. On aurait pu continuer, on pourrait exporter des climatiseurs, des frigos, des téléviseurs à travers la route saharienne, la transsaharienne, jusqu'au Nigeria, en passant par le Niger, et avec des ramifications et des bifurcations jusqu'au Tchad, etc. C'est des opportunités énormissimes. Mais nous sommes un pays instable. Nous n'avons pas d'industrie locale. Nous avons cassé la dynamique qu'on avait, le peu de dynamique qu'on avait avant 2019, elle a été cassée. Donc, imaginons, ok, l'année prochaine, on va inaugurer la route. L'Algérie, les pays du Sahel sont plus gagnants avec le Maroc parce que le Maroc, il a de quoi leur offrir économiquement. Les banques marocaines sont déjà présentes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Les startups marocaines connaissent mieux le marché africain que les startups algériennes. Le Maroc peut exporter de la nourriture, peut exporter des produits industriels qui fabriquent localement. L'Algérie, pas encore. Cela signifie que non seulement on doit réussir on doit livrer la transsaharienne le plus rapidement possible, mais l'Algérie doit se doter d'une économie forte et diversifiée le plus rapidement possible si elle veut se repositionner au Sahel et ne pas se faire dominer outrageusement par le Maroc. C'est la seule solution. Et nous avons là une course contre la montre, parce que les Marocains ont des alliés, c'est les Émiratis. Les alliés Qataris. Puisque nous avons de bonnes relations avec les Qataris. Pourquoi on n'oblige pas les Qataris à dépenser de l'argent au Mali et dans les pays voisins et dans le sud de l'Algérie pour développer des zones économiques, des zones industrielles? Nous parlons que sécurité, que militaire, que lutte contre le terrorisme, alors que les pays du Sahel ont besoin de partenaires aussi économiques, ont besoin de pays qui leur offrent de l'argent, des revenus, des possibilités de croissance et qui ne leur parlent pas uniquement que des armes, que du terrorisme, ou que de la politique guerrière, etc. L'Algérie doit changer son disque dur. Elle doit se réadapter aux données évolutives du Sahel. Si elle ne change pas sa méthodologie, elle va se faire écraser outrageusement par le Maroc qui ce jour-là